vais vous parler de Campagnol, alors avec un titre un peu pompeux, hein, contrôle multifactoriel des populations de Campagnol dans un socio-écosystème, une application pratique au massif du Jura. Multifactoriel, vous avez vu déjà ce matin que c'était un mot-clé qui venait quand même souvent dans la conversation à chaque fois qu'on a un problème. Alors la trajectoire, elle est simple. On a en Franche-Comté une spécialisation qui s'est faite, comme dans beaucoup d'autres régions agricoles, dans les années 60. Et cette spécialisation s'est faite sur la production de lait pour AOC. Donc avec un cahier des charges, vous connaissez tous le comté, herbe foin local, pas d'ensilage, une limitation en UGB par hectare, etc., etc. Et surtout, quand même, quelque part, on a eu une intensification assez forte, dans la mesure, en 1841, bien sûr, c'est une référence un peu bizarre, parce qu'à cette époque-là, on ne vivait pas comme maintenant. On était à 2197 tonnes de comté par district à Pontarlier, et on est passé à 36 600 tonnes. Donc, vous voyez tout de suite l'amélioration d'un point de vue agronomique que ça peut représenter, d'un point de vue agronomique, s'entend, avec comme conséquence aussi un changement d'usage des terres, c'est-à-dire qu'on est passé d'un système de polyculture qui a été jusque dans les années 50 à un système très spécialisé où 100% de la prairie permanente, 100% de la surface agricole utilisée était de la prairie permanente. Vous voyez à droite le Scon Plateau et à gauche la vallée du Doubs, qui elle est encore restée plus ou moins polyculture, mais les zones à compter, elles, c'est 100% de prairie permanente. Avec aussi une augmentation locale de productivité, puisqu'on est passé d'à peu près 2 à 3 tonnes de matière sèche par hectare à 4 à 9 tonnes, donc ça veut dire un doublement ou un triplement de la production. Alors le résultat, agronomiquement, je dis bien agronomiquement, il a été bon. On a eu derrière les mêmes tendances qu'ailleurs en France, c'est-à-dire qu'on a eu des remembrements qui ont été une recomposition du foncier pour favoriser la mécanisation. Donc vous voyez le village de Sombacourt, qui est situé pas loin de Pontarlier. Vous voyez la taille des parcelles qui étaient vraiment très petites, c'était des bandes qui étaient divisées d'héritage en héritage, donc c'était assez compliqué, avec beaucoup de haies, à des systèmes beaucoup plus homogènes avec des grandes parcelles, une urbanisation, si on peut dire, c'est des villages quand même, mais une artificialisation qui s'est prolongée le long des axes routiers. Et le résultat, le voilà, c'est qu'à partir des années 70, ces belles prairies que vous voyez à gauche, qui sont les prairies dites du Haut-Doubs ou à foin, c'est-à-dire des prairies de fauche, eh bien, certaines années, elles étaient totalement mangées par les campagnols. Ce que vous voyez là n'est pas un labour, c'est simplement des tumulus de campagnols qui sont tellement juxtaposés qu'ils couvrent tout. Alors, les conséquences, bien sûr, sont très problématiques pour les agriculteurs. Alors, là, je vous parle d'une espèce qui fait ces tumulus-là qu'on appelle le campagnol terrestre, Arvicola terrestris. Enfin, maintenant, on l'appelle Arvicola amphibus. Le nom a beaucoup changé au cours du temps. Mais en même temps, on a un campagnol beaucoup plus discret qui s'appelle le campagnol des champs, dont personne ne s'occupe de trop, parce que lui, il fait pas de tumulus, il mange plutôt la partie superficielle et pas les racines. Donc, du coup, il passe un peu par ces dégâts passent un peu par perte et profit, comme des fois il pleut, des fois il pleut pas, donc il y a plus ou moins de production. Les agriculteurs s'en occupent peu. Alors, le coût pour une exploitation peut être assez considérable, puisque, en gros, ça peut osciller en pic de population de 9 000 € à 25 000 € par an, ce qui est quand même assez considérable. Et puis, bon, selon, dans la mesure où l'agriculteur l'éleveur est obligé de complémenter son manque de foin, il le fait soit par du foin local, parce que le cahier des charges l'oblige, soit par des compléments alimentaires. Bon, vous êtes vétérinaire, vous savez mieux que moi qu'on peut quand même complémenter. Et selon le coût des aliments, ça peut faire varier les coûts de production de façon assez importante. Alors, la réponse qu'on a eue dans les années 70 et surtout dans les années 80, c'était une réponse classique d'agriculture conventionnelle. On a un problème, donc on a forcément un produit pour le régler, à l'échelle de la parcelle, bien entendu. C'était débarrassez-moi tout de suite de ça. Alors, le produit qui a été mis au point, c'était un anticoagulant rodenticide, qu'on appelle la bromadiolone, je passe les étapes, qui était efficace sur les campagnols s'il était appliqué au bon moment, mais qui était aussi efficace sur le reste de la faune, parce que par transfert dans les chaînes trophiques, les mangeurs de campagnols étaient aussi intoxiqués. Vous voyez le résultat sur les renards, les buses, les sangliers même, etc. Donc, on a vite eu une situation qui est devenue intenable, c'est-à-dire qu'on avait une profession qui pensait pouvoir éliminer son problème par la bromadiolone, mais en même temps une pression d'opinion publique qui a été considérable, à la fois des défenseurs de l'environnement, mais aussi des chasseurs, et la profession n'a bougé par rapport à ça, qu'à partir du moment où c'est monté jusqu'au national. Je me souviendrai toujours d'une émission de Jean-Pierre Coff, pour ceux qui ont connu, où on parlait du comté à la bromadiolone. Alors ça a été un électrochoc, ça, dans la profession, parce qu'ils ont vu que l'image, qui est plutôt bonne du comté, allait se dégrader si on continuait comme ça. Et ça nous a permis, à ce moment-là, d'évoluer vers d'autres sentiments. Encore que maintenant, oui, encore en 2015, il y a encore des régions où il y a beaucoup d'incompréhension. Vous voyez,
Là, on est dans le Massif central, hein, INRA, 16 000 rats par emploi, mais qu'est-ce qu'on fait? Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche, etc. Donc, on avait, en tout cas, on a encore dans le Massif central des situations très, très conflictuelles. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'acteurs dans ces systèmes-là, et que chacun veut son résultat. Hein. C'est débarrassez-moi des campagnols, ça c'est l'éleveur qui va vous dire ça, enfin l'éleveur, le producteur de foin surtout. D'autres vont dire qu'il y a trop de renards. Bon, d'autres vont vous dire qu'il faut se protéger des zoonoses, qu'il faut maximiser la biodiversité. D'un autre côté, on vous dira on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça, c'est ce que j'ai entendu plein de fois. Et qu'il faut choisir entre les buses et les paysans. C'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup en réunion, que j'ai entendu. Maintenant, c'est un peu dépassé tout ça. Hein. Il y en a qui veulent se débarrasser des sangliers, des chamois, des chevreuils. Ça, c'est les forestiers. Mais en même temps, les chasseurs veulent des chevreuils et des chamois. Donc, on est dans des systèmes. Bon, les loups qui viennent d'arriver, qui n'arrangent rien. Donc, on est dans des systèmes qui sont des systèmes complexes, où il y a beaucoup d'acteurs du côté humain, mais aussi beaucoup d'acteurs du côté, je dirais, non humain, c'est-à-dire des animaux et des intérêts qui peuvent être en cause. Alors, je ne veux pas comment dire, je vais revenir sur le campagnol, mais je prends l'occasion de cette présentation pour vous dire quelque part que tous les problèmes qu'on a évoqués, y compris ceux ce matin, sont rarement des problèmes simples. On a une diversité des parties prenantes, et on a une complexité croissante des problèmes sur l'axe que vous voyez en haut, parce que plusieurs disciplines peuvent être mobilisées pour les solutionner. On a des problèmes d'échelle d'espace, on en a parlé. Hein. Est-ce qu'on est vraiment dans le local ou dans le régional? Pour un loup, le régional, il se déplace beaucoup, mais dans le local, c'est le dégât. Et d'un bout à l'autre de la région, les pratiques peuvent être différentes. On a des échelles de temps. On a parlé du temps du chercheur qui est de l'ordre de 10 à 20 ans, et du temps de l'exploitant, lui, c'est tous les ans qu'il a des pertes ou des profits. Hein, donc, c'est vraiment... Et le temps d'administration qui arrive au moment de la crise, souvent, désolé, mais c'est un autre temps. C'est-à-dire, résolvez-moi le problème. Mais oui, mais il fallait y penser avant, quelque part. Hein. Bon, et du coup, on a aussi des incertitudes sur les connaissances. Hein, vous avez le niveau de preuve qui peut être par rapport à certaines... On en a parlé ce matin, on s'est fait un petit peu interpeller sur l'estimation, par exemple, de braconnage. Bon, ben oui, mais des fois, la preuve est faible, elle peut être robuste, mais en même temps, il faut qu'il y ait un consensus sur la preuve pour que ces groupes puissent travailler ensemble. Donc, on a des schémas qui sont un peu simplifiés dans le schéma de droite, où, quelque part, on doit travailler là-dedans. Donc, on travaille dans l'incertitude, sur des consensus non établis, avec des acteurs dont les intérêts sont divergents. Et pour le campagnol, c'était ça. C'était ça. Alors, revenons aux faits et au campagnol. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un campagnol? On va prendre le campagnol terrestre, c'est le plus simple, c'est celui qui fait des plus gros dégâts dans les prairies. 3 semaines de gestation, maturité sexuelle 2 mois, comment dire, ça veut dire qu'un couple de campagnols par les emboîtements de génération peut vous donner une bonne centaine de campagnols à la fin de l'année s'il n'y a pas de mortalité. Ça veut dire une chose, c'est que ce qui est étonnant, c'est pas la pullulation, c'est l'absence de pullulation. Parce que mécaniquement, tous les ans, on devrait avoir une pullulation. Si vous imaginez qu'un couple vous donne 100 campagnols, vous avez 10 couples, vous les voyez même pas, ça vous donne 1000 campagnols, potentiellement, s'il n'y a pas de mortalité. Donc déjà, il faut déjà renverser sa logique et se demander finalement, mais pourquoi il n'y a pas de campagnols pendant des grandes périodes? Parce que normalement, il devrait y en avoir beaucoup. Deuxième chose, c'est que la mesure des traits biologiques individuels ne permet pas de prédire les pullulations. Alors ça, c'est terrible. On a des situations où vous avez une reproduction intense, et pour autant, la population est en train une reproduction intense, et pour autant, la population décline. Et d'autres situations où vous avez une reproduction tardive et faible, qui n'a fait qu'une fraction de la population, et pourtant, la population est en croissance. Donc, ce qui se passe au niveau individuel n'est pas tout à fait en parfait engrenage avec ce qui se passe à l'échelle populationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, c'est que ce qui se passe au niveau de la population, c'est certes la somme de ce qui se passe au niveau des individus, mais c'est plus compliqué que ça parce qu'on n'arrive pas à mesurer les choses, dans ce cas-là, très précisément. Alors, il a fallu aller d'une pensée à l'échelle de la parcelle à une pensée à une autre échelle et à d'autres échelles. Le problème, c'est que compter des campagnols, c'est compliqué. On a parlé des loups, c'est très compliqué. On a parlé des sangliers, c'est compliqué aussi à compter. Les campagnols, c'est pareil. Alors, on peut les compter sur une petite surface. Il y a des méthodes dites de capture, marquage, recapture, ou des méthodes par épuisement de la population qui se font, mais vous passez 10 jours de travail pour avoir une idée de ce qui se passait, puisque vous aurez enlevé les campagnols, sur à peu près 1 hectare. Or, le problème, on l'a suspecté tout de suite, ne venait pas de cette échelle-là. Le résultat de la population était à l'échelle d'hectare, mais les causes... Alors, il a fallu mettre au point des méthodes et il a fallu se mettre dans des situations
atypique, de mesures qui étaient finalement pas très très reconnues par la science, c'est-à-dire le travail non pas sur un comptage de campagnols exact d'un point de vue scientifique, mais sur un comptage indiciaire, c'est-à-dire des tumulus, si vous voulez. Donc, c'est des méthodes, on parcourt à pied une parcelle. Tous les 10 pas, on regarde s'il y a des indices ou s'il n'y en a pas. S'il y a des indices, on le note positif. S'il n'y en a pas, on le note négatif. Et la proportion d'intervalles occupés par des indices devient un indice d'abondance. Et ça, on l'a calibré à cette échelle-là sur les méthodes académiques, on va dire ça comme ça. Le gros avantage, c'est qu'au lieu de passer 10 jours à faire une estimation, on passe une demi-heure pour faire une ligne telle que celle que vous voyez là, et puis moins d'une demi-journée pour faire une commune. Donc, ça permet de passer à d'autres échelles d'espace. Et quand on passe à d'autres échelles d'espace, on voit autre chose. Et ce qu'on a vu, c'est que ces pullulations de campagnols, elles étaient sous forme de vagues voyageuses. Alors, en rouge, c'est les zones de haute densité. Et on a vu que ces pullulations se propageaient comme une onde. Alors là, c'est un petit peu idéalisé parce que c'est pas déformé. Le Mont Rouge, il n'est pas déformé par les obstacles, par les vallées, etc. Mais c'est en gros ce qui se passait, c'est-à-dire que quand vous mettez un caillou dans l'eau, ça fait une onde qui se propage. Et bien là, c'était un peu pareil. Alors, on va le voir en vrai. Vous voyez à peu près ce qui se passe là, à droite. 92, c'est 1992, 1993, 1994, etc. Vous voyez que ça part d'épicentres qui sont entre le premier et le deuxième plateau, puis ça se répand après très rapidement sur les zones herbagères de haute altitude, et vous voyez pas en plaine, qui sont beaucoup plus labourées. Et ça se répète à peu près de 5 à 7 ans. C'est-à-dire on a une cyclicité évidente qu'on a pu montrer aussi dans ce système-là. Alors du coup, qui dit cyclicité dit prévisibilité. Donc, en changeant d'échelle, on voit des choses qu'on ne voyait pas à l'échelle de la parcelle. On ne comprend pas comment fonctionne un orage sous un parapluie. On voit mieux ce qui se passe quand on est sur un satellite. C'est la même chose. Donc, prévisibilité. Et on a pu aussi mesurer à ces échelles-là ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'est que finalement, le risque de pullulation dépendait de la composition du paysage, c'est-à-dire de l'usage du sol. Autrement dit, dans les prairies qui avaient un fort pourcentage de prairies permanentes, voire 100%, on avait un gros risque de pullulation, avec des seuils qui ne sont pas les mêmes entre les espèces. Campagnol des champs, c'est 50%. Vous voyez que la courbe s'infléchit à 50%, devient en S. Le point d'inflexion est à 50%, alors que pour le campagnol terrestre, c'est beaucoup plus élevé, c'est 80-90%. Il faut pratiquement que toute la surface en SAU soit en prairie permanente pour qu'on ait un risque élevé de pullulation. On a pu voir aussi que ça dépendait de la structure du paysage. C'est-à-dire que quand on a 100% de pullulation, eh bien, l'organisation du paysage pouvait moduler les choses. Alors, vous voyez, à gauche, vous avez un open field. À droite, vous avez un réseau de haies. Vous en avez la représentation en photo aérienne au-dessus, ou photo satellitale d'ailleurs. Aérienne plutôt. Dans ce cas-là. Et vous voyez que dans l'open field, on a des flambées de grande amplitude, alors que quand on est dans les réseaux de haies, on a quelque chose qui est beaucoup plus tamponné. On a, d'ailleurs, dans cette période-là, on n'a pas eu de pullulation, pour le coup. Donc, on avait un effet dit de composition, on a un effet de structure qui commence à donner prise à l'action. Alors, je vous passe les détails parce qu'on n'a pas le temps de tout explorer. Simplement, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'à chaque échelle spatiale, on avait quelque part une variable explicative au sens statistique du terme. C'est-à-dire que quand on est à l'échelle régionale, c'est la composition du paysage. Si je zoome, c'est à nouveau la composition du paysage, et si je zoome encore, c'est l'hétérogénéité du paysage. La composition, c'est le pourcentage de prairies permanentes, c'est quelque chose de brut. L'hétérogénéité, c'est comment ces pourcentages sont distribués. Est-ce que c'est des petites mosaïques prairies, labours ou forêts, ou est-ce que c'est d'un côté des prairies, de l'autre côté des labours ou des forêts. Et puis si je zoome encore là-dedans, eh bien, on va avoir des effets plus pointus qui sont renforcés par la productivité prairiale. Les démarrages se font souvent dans les prairies de fauche, là où ils ne sont pas dérangés, et c'est plus productif. Renforcé par les réseaux de galeries de taupes. Alors ça, c'était étonnant. On s'est aperçu que ça démarrait, ça flambait quand il y avait des galeries de taupes, tout simplement parce que quand il y a des galeries de taupes, ils n'ont pas de problème. Ils peuvent s'enfiler dans les galeries. Donc, ils ne dépensent pas d'énergie à creuser. Donc, ils misent dans la reproduction. Ça marche très bien. Le labour et le piétinement par le bétail ralentissaient localement. Localement, quand on est dans le bas de la hiérarchie, on le comprend. Si on n'est pas dans le bas de la hiérarchie, on ne peut pas le comprendre. Et puis, modifié par le voisinage paysager, ce qui revient à l'hétérogénéité du paysage d'une certaine manière. Bien. Alors, ça aboutit à ce schéma-là. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous le... La morale, c'est que c'est compliqué. Mais il nous a fallu quand même 20 ans pour le mettre en place, ce schéma. Il a l'air tout bête, mais on va de la politique agricole commune en bas à gauche jusqu'à des problèmes de conservation.
Alors, je vous le fais en 2 minutes. Hein. La politique agricole commune, ça a été la spécialisation en prairie permanente, donc augmentation de la production prairiale et tout ce qui va avec, que je vous ai raconté. Cette augmentation de la productivité prairiale, elle nous pose problème actuellement sur la qualité des eaux. Bon, ça n'a rien à voir avec les campagnols, mais c'est quand même la même source. Bien sûr, a amené à l'augmentation des densités moyennes de population de campagnols. On a produit plus de matière pour les vaches, mais bien sûr, pour les campagnols aussi. Ils mangent la même chose, sauf qu'eux, ils mangent plutôt les racines. Du coup, on a eu des facilitations par les populations de taupes parce que n'ayant plus de labour, les prairies permanentes ne sont pas déstabilisées. Donc, du coup, on a plus de taupes. Puis en plus, on a une bonne charge en matière organique, donc du ver de terre. Bon. Augmentation des populations de campagnols, ça veut dire augmentation des prédateurs, donc des renards, entre autres. Et du coup, avec une incidence santé humaine échinococcoise alvéolaire. Puisque le cycle, c'est pas la faute au renard, c'est pas la faute au campagnol, mais le cycle fonctionne de façon plus intense, et du coup, on va vers la santé humaine. De l'autre côté, augmentation des populations de prédateurs avec des grosses variations d'abondance des proies principales, ça veut dire report de prédation, quand il y a des chutes d'abondance de campagnols. Report de prédation, ça veut dire moins de lièvres, ça c'est le côté chasse, moins de grands tétras, ça c'est le côté conservation, et je ne vous parle pas des oiseaux d'eau sur lesquels on peut s'interroger de l'impact que ça peut avoir. Donc on a un système finalement complet, régional. J'entendais ce matin parler de socio-écosystème, ça me faisait plaisir, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit, où si on veut y comprendre quelque chose, eh bien on doit mobiliser tout un tas de connaissances et de contributions qui ne sont pas que des contributions disciplinaires, c'est aussi des contributions de praticiens, des gens qui sont sur le terrain. Et pour le coup, une architecture qui doit être, on l'a dit déjà ce matin, articuler les parties prenantes, donc qui sont les communautés d'intérêt et d'action, les administrations qui produisent quand même des règles communes, qui sont aussi les arbitres du bien commun, parce que si on laisse les gens s'étriper, ils finiront par le faire. Et puis, bien sûr, un des éléments qui, en tout cas, était une part de la solution dans notre système, ça a été de s'appuyer sur la recherche, mais pas de la recherche partisane, chercheurs en termes de travailleurs de la preuve. Sait-on ou ne sait-on pas? Étant des gens qui peuvent dire la connaissance et l'ignorance de la façon la plus objective possible. Mais c'est pas que les chercheurs, c'est tous les autres porteurs de connaissances qui veulent bien s'appuyer sur du rationnel et pas sur je crois que, on m'a dit que, etc., etc. La question diabolique des temporalités, on l'a évoqué ce matin, donc je ne vais pas insister, mais le temps du campagnol, c'est son cycle de 6 ans. Le temps des agriculteurs, c'est tous les ans bénéfice ou déficit. Le temps du chercheur, c'est 10 ans pour produire les connaissances, mais l'expérience a montré que pour les transférer, c'est-à-dire pour qu'elles soient dans l'application, il faut 10 ans de plus. Parce qu'au départ, les connaissances nouvelles sont souvent refusées. Donc, il y a un moment d'appropriation, donc c'est 20 ans. Et là, quand on va vers une administration qui est en crise et qu'on lui dit, écoutez, si vous nous faites financer pour la recherche, vous aurez une réponse dans 20 ans, tout le monde rigole. Mais c'est une vérité première, surtout s'il n'y a pas eu de recherche avant. Donc, démêler les chevaux, voilà, c'est l'articulation là, ça c'est la configuration pratique qu'on a eue sur le problème campagnol. Est-ce qu'il y a eu des résultats? Oui, parce qu'on est passé de que fait la recherche, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, il faut choisir entre les bus et les paysans, à ça, c'est-à-dire Charles Schell, qui est le président de la Fredon, qui était le président de la Fredon, il a passé la main maintenant. D'abord, vous voyez, le focus, c'est que pour que l'agriculture soit performante, l'aspect social, le volet économique et la question environnementale doivent faire partie de nos exigences. C'est très, très exigeant, je veux dire, pour un éleveur. On n'avait pas ça il y a 30 ans, donc ça, c'est déjà un changement de posture. Et puis, derrière, le travail réalisé avec la recherche est fondamental, car il y a une communauté de destin entre les chercheurs et les agriculteurs. Alors, c'est une formulation forte, mais pour nous qui avons travaillé pendant des dizaines d'années à ça, finalement, c'était la récompense de la carrière. Ça vaut toutes les médailles, ça. Bon, donc, si vous voulez en savoir plus, c'est raconté dans un certain nombre d'ouvrages. Alors, la stratégie finale, je vous passe aussi les étapes, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle tout de suite. Il y a une boîte à outils dans laquelle chaque exploitant ou groupe d'exploitants peut puiser pour les adapter à la situation de son exploitation. C'est-à-dire qu'on n'a pas de recette à plaquer. Alors, j'ai vu que Marie-Lou était là, c'est la Fredon France, mais nous, on travaille beaucoup avec la Fredon Bourgogne-Franche-Comté, qui apporte une assistance technique aux gens qui acceptent d'être en contrat de lutte, c'est comme ça que ça s'appelle, mais il ne s'agit pas de leur imposer un itinéraire, il s'agit de discuter avec eux de quel serait le meilleur itinéraire pour leur exploitation. Avantage qu'on a aussi dans notre région, c'est que les gens, du fait du comté, sont habitués au collectif. Un exploitant, ça ne l'étonne pas qu'il faille travailler avec le voisin, parce que de toute façon, ils mettent leur lait en commun.
Bon, donc dire qu'à un moment donné, la lutte doit s'organiser à d'autres échelles, souvent plus larges que celle d'une seule exploitation, parce qu'il y a des transferts de campagnols qui se font de l'une à l'autre, bah, ça n'étonne personne. Donc, on joue sur du jour. Dans le Massif central, comparativement, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile. Chaque outil en son lieu et temps, on a une boîte à outils, mais c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, il y a une chronologie de gestion que chaque exploitant intègre. Et moi, je vois mes collègues, je ne vais pas citer des noms, mais je vois André Delavel qui est à Charquemont, il me fait peur, il est sur une exploitation, je serais à sa place, je tremblerais. Il me dit non, Patrick, maintenant on maîtrise, il n'y a plus de soucis. Et effectivement, ils arrivent à maîtriser, alors que pour le coup, le paysage et son mode de production, il est risqué pour les campagnols. Eh ben non, il y arrive très bien, mais il y arrive parce qu'il a la boîte à outils, parce qu'il a intégré comment ça se passait dans son exploitation sur 1 ou 2 cycles, et du coup, il peut mettre en œuvre ce qu'il faut faire pour empêcher le démarrage. Ah oui, excusez-moi, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que lutte précoce, c'est-à-dire que on est passé d'un système où on traitait quand il y avait plein de campagnols à un système où on agissait quand il n'y avait pas de campagnols. Alors ça aussi, c'est très difficile à faire passer dans la population parce qu'il faut agir quand il n'y a pas de problème ou quand le problème il est tout petit. Bon, si on agit quand il y a le feu à la maison, on ne peut plus rien faire. Et oui, qu'il y a même une ligne ici, un seuil réglementaire. Au-delà de cette densité, il est interdit d'utiliser la lutte chimique parce qu'on sait qu'on va faire du dégât. Donc c'est avant qu'il faut travailler. Bon, ça c'est quelque chose qui est maintenant à peu près intégré chez les éleveurs franc-comtois. Est-ce que ça marche? Bah oui, hein, je vais conclure là-dessus. Hein. Vous voyez la zone témoin de Charquemont, justement, une zone qui est en contrat de lutte à droite. Vous voyez la différence de couleur à la même saison. Les photos ont été prises par Dominique Mougin, qui fait de l'ULM, et c'est un exploitant, c'est un éleveur. Hein. Donc, vous voyez à peu près la différence de qualité. Vous voyez aussi on parlait d'éco-phyto qui n'avait pas été un succès majeur. Là, on a réussi à diminuer la quantité de bromadiolone du temps où elle était autorisée par 40. Ce qui est quand même assez considérable en termes d'introduction. Donc, on ne traitait plus que sur les toutes premières colonies. Hein. Et puis, vous voyez les résultats sur la cinétique. Hein. Le pointillé, c'est là où c'est la zone témoin. Et les traits pleins en rouge, c'est la zone où on agit en contrat de lutte. Vous voyez qu'il y a une grosse différence. Voilà. Aussi, décroissance de la population de bromadiolone dit aussi croissance de la population de renard. Donc, ce que vous pouvez voir matérialisé sur la cardio, c'est la décroissance de l'usage de la bromadiolone. Et en bas, c'est la croissance des populations de renards à partir du moment où il n'y a plus de cette toxicité secondaire. Voilà. Je suis presque dans mon temps. OK. Donc, merci pour votre attention. Et voilà.